Donc, comme vous pouvez le remarquer, moi, je réponds au nom de Victor Amissi. Je suis Canadien d'origine congolaise. Je suis arrivé, ça fait quand même une dizaine d'années que je suis ici au Canada avec toute ma famille. Voilà, donc, peut-être que je dirais, je parlerai aujourd'hui par rapport à l'invitation que j'ai reçue. Je vais parler de mon témoignage en tant qu'activiste des droits de l'homme et surtout dans le thème qui est aujourd'hui de la diversité et inclusion. Peut-être que la technique pouvait passer pour le prochain diaporama. Et voilà, donc, comme je le disais, on doit beaucoup plus parler de la diversité et l'inclusion. C'est à travers mon témoignage en tant qu'activiste du droit de la personne. S'il vous plaît, l'autre slide, le prochain. Voilà. Si vous pouvez remarquer qu'avant d'aller plus loin, je voulais d'abord vous montrer le monde dans lequel nous appartenons. Donc, c'est un monde, donc nous faisons face à un monde qui a beaucoup de conflits, où toutes les choses changent et à un certain moment, on n'a pas contrôle, mais seuls les décideurs décident de changer le monde. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons partout la guerre, la violence, la discrimination, le terrorisme, les conflits, la pandémie. Mais tout cela nous pousse quand même à se dire qu'on doit mener une lutte commune pour essayer de contrer tout cela. Prochain. Voilà, c'est comme j'étais en train de le décrire. Ça, ce sont les grands défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et la guerre, la discrimination, le fondamentalisme, bon, tout ce qui est marqué dans disons, dans notre diaporama. Tu vois? Oui, encore, merci. Voilà, donc c'est toujours un monde multiculturel et qui résulte d'une combinaison unique des valeurs, des croyances et aussi des talents que nous avons. Et lorsqu'on regarde, on se dit, on doit agir. Et malheureusement, à travers tous ces défis, nous avons des conséquences. Et des conséquences majeures sont notamment la violence basée sur le genre et aussi la violence qui est beaucoup plus dirigée vers les femmes. Ça, c'est un exemple que je pouvais donner à la République démocratique du Congo qui a connu des guerres pendant plusieurs années. Et parmi les conséquences que nous pouvons indiquer, il y a le viol qui a été utilisé comme une arme de guerre. On peut continuer. Autre conséquence, c'est qu'à travers ces guerres et la violence, ça crée des inégalités. Vous pouvez le remarquer que pendant que les autres enfants sont en train d'étudier et bénéficier d'une bonne éducation, les autres, par contre, sont en train de vivre de l'enfer, c'est-à-dire ils cherchent comment survivre. Pendant la même journée, les autres étudient, les uns étudient et les autres sont en train de chercher le moyen de survie pour leur famille. De l'autre côté aussi, nous avons la conséquence des réchauffements climatiques. Tout ça, ce sont les grands défis auxquels nous faisons face et qui devraient normalement nous amener à agir et à changer notre façon de vivre. Ça, c'est le genre de conséquences. En suivant, les conséquences aussi, c'est que pendant la période de guerre, nous avons l'utilisation des enfants soldats. C'est parmi les inégalités, comme je disais, pendant que les autres sont à l'école, d'autres enfants, les uns sont à l'école, d'autres enfants aussi sont dans la forêt en train de se battre. Et lorsque je remarque tout ceci, moi je me dis, il n'y a personne qui peut réussir seul pour relever ces défis sans la participation de l'autre. Donc, et tout cela, ça exige normalement la valorisation des forces de chacun, parce que chacun a une force unique. Et ça exige aussi un engagement qui est comme un engagement ferme de tout celui qui veut changer le monde. Et en tenant compte de l'apport de chacun, je sais que nous arriverons à créer des conditions, des bonnes conditions dans lesquelles on s'en sentira bien et où nous dirons,
nous espérons vivre dans un monde de paix et nous espérons beaucoup plus de moyens dont nous avons besoin. C'est ainsi que devant toutes ces injustices sociales, l'exclusion, la marginalisation, je me suis décidé au moins d'agir pour promouvoir le droit de la personne et essayer un peu de faire la différence. Évidemment, ça c'est un travail que j'ai pu réaliser pendant plus d'une dizaine d'années, avant, pendant et après les conflits armés en République démocratique du Congo, mon pays d'origine. J'ai travaillé à travers une organisation. On peut passer à la prochaine diaporama, s'il vous plaît. Voilà, j'ai travaillé en tant que fondateur, parce que j'ai pu créer une organisation qui s'appelait Projet Gram Kivu à cette époque-là, parce que je me suis dit, on devrait quand même arriver à agir devant les guerres que nous avons connues de nos pays voisins. Le Rwanda, en 1994, a connu la guerre. Et cette guerre a déversé beaucoup de réfugiés dans notre pays, dans les régions limitrophes. Lorsqu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'enfants non accompagnés, les enfants mal nourris, je me suis dit il fallait quand même faire quelque chose pour ces enfants et aussi, pas seulement les enfants réfugiés, mais aussi les enfants congolais, zaïrois à l'époque. J'ai commencé à mener des petites actions avec une équipe. On a conçu quand même quelques actions et des activités d'une manière bénévole. Mais plus les années continuaient, plus on commençait à voir que la guerre qui était finie au niveau du Rwanda, en apportant les réfugiés, en déversant les réfugiés au Congo, le Rwanda a pu attaquer la République démocratique du Congo avec ses alliés, les rebelles congolais. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu encore la guerre chez nous, en 1997. On a remarqué que ceux qui étaient entrés pour aider à récupérer, disons, à travailler pour récupérer, à libérer presque toutes les provinces ou libérer tous les pays, parmi eux, il y avait des enfants qui portaient des armes. Cela nous a mis quand même une puce à l'oreille en se disant, il est anormal et inacceptable qu'on retrouve les enfants dans les groupes armés ou les enfants dans l'armée. Et c'est à ce moment-là qu'on se disait, OK, on va faire quelque chose. Par mon initiative, j'ai créé une coalition pour mettre fin à l'utilisation des enfants soldats. Avec une centaine d'organisations, à peu près 243 organisations, nous nous sommes mis ensemble pour dire, nous devons faire le monitoring, la surveillance et le reportage de toute la situation surtout la violation des enfants et spécifiquement à l'utilisation et au recrutement des enfants soldats. Nous avions mené ces actions en faisant chaque fois des reportages, en faisant chaque fois des surveillances, des descentes sur terrain pour que nous puissions dénoncer ce qui se passe. À travers ces actions, nous avons travaillé avec Amnesty International qui était notre partenaire et qui nous accompagnait beaucoup plus dans les actions. C'est à travers cela que Amnesty International, en 2003, avait préparé pour aller publier un rapport, notamment sur les enfants soldats en République démocratique du Congo. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu l'invitation pour aller faire une tournée en Europe, et notamment en Belgique, en France, en Suisse, et à Genève, partout là, pour essayer de travailler et de faire le plaidoyer auprès des instances beaucoup plus internationales. C'est toutes les sections des Amnesty International avec lesquelles j'ai travaillé qui m'ont accompagné, comme vous pouvez le voir. Là-bas, j'étais en train de participer au lancement du rapport en Belgique et aussi j'étais en Suisse et puis je suis allé en France. Donc, je travaille avec toutes ces sections pour faire valoir quand même notre voix en tant que témoin du Sud. On peut passer à l'autre. Alors, pendant ce temps, mon travail, c'était d'aller sur terrain pour aller rencontrer les groupes armés, parler avec eux du droit des enfants et de voir comment est-ce que les enfants doivent quitter les forces armées pour aller au niveau du centre où ils devraient passer normalement 3 mois. Ils passent 3 mois au centre et après 3 mois, ils doivent aller vers leur famille. Mais au niveau du centre, il y a quand même des actions qui se font pour aider les enfants à quitter avec les idées de l'armée
pour qu'ils reviennent à la société et aux idées de la vie civile. Et là, on travaille avec d'éducateurs sociaux qui essaient de travailler avec les enfants. C'était un travail très difficile parce qu'il y avait toute une multitude de groupes armés. Et je devrais faire la connexion avec tous les groupes armés ennemis ou alliés qui combattaient sur terrain. Donc, ce n'était pas un travail facile, mais c'était juste par l'abnégation et le sacrifice, bien sûr, et la passion que nous avions pour faire ce travail. Continue. Alors, les actions, comme vous pouvez le voir, c'était après la démobilisation des enfants, ils devraient retourner dans leur communauté où nous devrions leur offrir quand même la manière de vivre, c'est-à-dire la réinsertion scolaire, la réinsertion socio-professionnelle et autres activités qui devraient les aider à être protégés au niveau de leur famille. On continue. Voilà, donc, s'il y avait des enfants ou des jeunes qui étaient encadrés, de l'autre côté, il y avait des filles et aussi des femmes qui étaient victimes de violences sexuelles. Nous avons là-bas, à gauche, comme vous pouvez le voir, ça, c'est un groupe de femmes qui étaient kidnappées par les rebelles et qui sont revenues dans la communauté. Et nous devrions prendre en charge ces familles pour l'appui sanitaire, l'appui juridique et essayer de faire. Donc, on devrait apporter ce qu'on appelle un appui holistique. On a pris tous les sens de la vie d'une personne pour qu'il soit intégré dans sa communauté. Et des activités de génératrices de revenus, c'est tout ce qu'on faisait. Continue. On peut juste aller vite parce que, comme nous avons le temps, c'est comme vous le voyez, on s'était impliqué beaucoup plus dans la surveillance de la circulation des armes dans la région, parce que c'est à travers la présence des armes légères et des petits calibres que les enfants étaient en train d'utiliser toutes ces armes. Et jusqu'au jour où, pendant cette période-là, en 2004, les rebelles avaient attaqué la ville de Bukavu. Et comme j'étais là, en train de dénoncer chaque fois les actions des rebelles, et cette fois-ci, c'était à mon tour d'être attaqué par ce même rebelle. Pendant la journée, on était là, tout le monde était maintenant caché dans la maison parce qu'il y avait des balles à l'extérieur. Et tout le monde était sous les lits pendant qu'il se battait à l'extérieur. Nous sommes restés là-bas. Mais aux environs de 11h, 11h05 minutes, j'ai entendu le bruit de bottes, des gens qui descendaient l'escalier de ma maison. Et immédiatement, ils ont brisé la porte. Ils ont brisé la porte de la maison. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit à ma femme que c'est fini, quoi. On ne sait pas, est-ce que c'est dans notre enclos qu'ils rentrent ou quoi. Alors, un groupe de militaires est entré dans l'enclos de ma maison. Ils ont entouré ma maison parce que je voyais 1, 2, 3, 4 doubles silhouettes, des gens qui passaient juste derrière ma maison, à travers la fenêtre. Ils ont entouré ma maison, ils sont restés calmes. 3 sont restés devant la porte avec des lance-roquettes et des fusils. Ils ont maintenant ordonné à ce que nous puissions ouvrir la porte. Ils font frapper à la porte, il n'y a personne qui a accepté. 3e, 4e fois, ils ont dit, nous savons que vous êtes là, et si vous n'ouvrez pas la porte, nous allons tous vous tuer. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autre moyen à faire. J'ai dit à ma femme d'aller ouvrir la porte. Alors, elle qui avait peur, elle commençait déjà à pleurer, pendant que tous les enfants qui étaient au salon ont fui et ils se sont allés cacher dans ma chambre. Ma femme a dit à sa petite sœur d'aller ouvrir la porte. Elle a ouvert la porte. Alors, quand elle voulait, elle aussi, fuir dans la chambre, on lui avait dit, non, non, toi, tu viens, tu restes ici. Ma femme est sortie devant les militaires. Elle aussi, on l'a mis à genoux. Pendant ce temps, moi, j'étais juste derrière la porte de la chambre en train de surveiller ce qui se passe. Mais avant cela, j'ai parlé avec la section d'Amnesty International à Londres parce qu'ils m'ont demandé c'était quoi la situation. J'ai commencé à raconter la situation. En ce moment, il y a des balles. En ce moment, ils se battent. En ce moment, il y a ceci. J'ai donné les rapports. Jusqu'au point où, quand ils sont descendus, j'ai dit à celui à qui je parlais avec Amnesty International, j'ai dit, il y a quelque chose qui arrive, je vais vous raconter, je vais vous contacter plus tard. J'ai mis juste mon téléphone en sourdine, en muette. Alors, comme ils étaient là, il n'y a personne qui rentrait à la maison, c'est seulement ma femme qui était à genoux avec sa petite sœur. Ils ont dit, où est le papa de la maison?
Il y a mon fils qui était de l'autre côté. Il a dit, non, papa n'est pas là. Et puis, il y a un autre qui a dit, non, non, papa est dans la chambre. Alors, pendant qu'il y avait des discussions pareilles, je me suis dit, bon, il y a risque qu'il y ait des problèmes. Je suis allé, je suis sorti. Alors, j'ai senti à ce moment une peur, je ne savais pas, et aussi une force, je me dis, vas-y. Je suis sorti, immédiatement quand je suis sorti, en voulant juste le saluer, disant bonjour, deux militaires de rebelles, quoi. Ils sont rentrés de la maison, ils m'ont mis à genoux. Je suis resté à genoux, main en l'air, ils ont mis le fusil sur ma tempe. J'étais là, calme, immobile, je ne disais absolument rien. Alors, il m'a dit, tu dois nous donner de l'argent et pas moins de 1000 $. Si c'est moins de 1000 $, on va te tuer. Tu te lèves, tu vas dans la chambre chercher l'argent. Et si tu traînes, on tue ta femme. Bon, j'étais un peu, parce que j'ai commencé à dire, je n'ai pas cet argent, il m'a insulté, il m'a frappé, il m'a dit, va chercher l'argent. Je suis parti prendre un montant d'argent que j'avais, mais qui n'était pas 1000 $. Je leur ai donné, ils m'ont demandé le téléphone, j'ai donné le téléphone de ma femme et tout l'argent qui était là, ils ont pris. Alors, il m'a dit, il a ordonné à son militaire qui était là de prendre ma belle-sœur et de la violer devant moi. Ah bon, ils l'ont pris, ils l'ont mis de l'autre côté. Alors, quand le militaire a mis son fusil de côté et commencé à passer à l'acte, immédiatement, moi, je me suis dit, non, je crois que ces choses comme ça ne peut pas se faire devant moi. Mais avant de le faire, ils m'ont mis par terre et m'ont tourné la tête pour que je puisse voir ce qu'ils vont faire. C'est à ce moment-là que je me suis mis debout par la force. Je ne sais pas ce qui m'est passé dans la tête, c'était comme de l'adrénaline qui m'est montée, une force surnaturelle. J'ai sauté sur le monsieur qui était là, c'était un militaire. On a commencé à se battre avec lui. On s'est battu. Mais à ce moment-là, les autres sont venus, les deux autres sont venus commencer à me frapper avec les crosses de fusil. Ils m'ont frappé partout, jusqu'au niveau des épaules. Je sentais comme s'il fallait que je lâche le monsieur, mais intérieurement, je me disais non, ne lâche pas. Mais le corps était physiquement faible parce que j'ai saigné aussi. Mais à force des choses, je me suis dit non, je ne le lâche pas. Je l'ai pris par la force et je l'ai mis de côté. J'ai pris le fusil, je l'ai donné à son commandant. Immédiatement, il m'a dit, OK. Alors, il a enlevé, il avait une lettre, un papier, un document qu'il avait dans sa poche. Il a cité mon nom. Moi, j'étais à peu près une 20e personne, parce qu'ils avaient des personnes ciblées qui devraient tuer. Alors, j'étais à peu près une 20e place là. Il m'a dit, tu vois maintenant, tu es seul avec moi. Il n'y a personne qui viendra t'aider. Tous tes partenaires avec qui tu parles, avec qui tu travailles, il n'y a personne qui va te sauver. C'est moi et toi. C'est moi qui décide de ta vie. Alors, quand il a regardé de l'autre côté, à sa gauche, il a vu ma fille qui était à côté. Parce que ma fille était en train d'observer tout. Ma petite fille, elle avait 2 ans. Il m'a posé la question, est-ce que c'est ton enfant? Moi, j'ai dit, oui, c'est mon enfant. Quand il m'a regardé, il m'a dit, tu es vraiment chanceux. Si je ne te tue pas aujourd'hui, c'est sûrement parce que je suis parent comme toi. C'est grâce à cet enfant que je ne te tue pas. Bon, moi, je ne l'ai pas cru parce que je savais que c'est peut-être une stratégie pour me dévier, pour me distraire. Mais après, il m'a dit de fermer la porte et ils sont partis. Ils sont partis, mais ils sont descendus dans la maison de mon voisin. Je les ai vus en train d'intimider et de faire la même chose là-bas, surtout à l'extérieur, en leur disant priez pour la dernière fois parce que je vais vous tuer. Je suis resté, je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec Amnesty International, j'ai dit voici ce qui vient d'arriver. Immédiatement, l'Amnesty a pu faire des contacts pour voir comment est-ce que je peux quitter. Ils ont contacté la MONUC à cette période-là, la MONUC, la mission des Nations Unies, qui est venue me prendre avec toute ma famille vers le quartier général. Mais à un certain moment, pendant les 2 jours de protection, quand j'étais là, ils m'ont dit que c'est difficile de te protéger, il faut quitter la ville.
C'est alors qu'Amnesty International m'a proposé d'aller vers l'autre province, la province du Nord Kivu, pour traverser vers l'Ouganda. Et c'est comme ça que j'ai traversé vers l'Ouganda. Arrivé en Ouganda, c'est la section Amnesty qui était là, la section Afrique qui était là, qui m'a accueilli pendant la période que j'étais là. Ils m'ont offert un espace de travail, là où je travaille avec toute l'équipe. Et après, même si, comme si j'avais des menaces, c'est toujours Amnesty International qui poussait à ce que mon dossier avance et que je puisse quitter le plus rapidement possible. C'est ainsi que j'ai quitté. J'ai quitté l'Ouganda pour venir au Canada. On peut passer à l'autre opportunité. Voilà, c'est comme je vous disais, voilà, le fusil la balle qui est là que je venais de montrer, c'est la balle qui était tombée chez moi, qui devrait me tuer. Et lorsqu'on s'est battu avec l'autre militaire, c'est cette balle qui est tombée. Parce que avant, lorsque j'ai donné le fusil au commandant, il a pris son revolver, il a mis ça sur mon front. Et c'est là qu'il voulait me tuer. Et avant même qu'il dise que j'ai la chance, c'est seulement parce que il est parent comme moi qu'il m'a laissé. Cette balle, je l'ai ramassée, j'ai voyagé, j'ai traversé avec à la frontière. J'ai montré d'ailleurs à la section Amnesty, voici ce qui est arrivé chez moi. J'ai traversé la balle. Mais avant de voyager ici au Canada, je l'ai jeté dans la toilette parce que je ne pouvais pas quand même traverser avec celle-là. On peut passer à l'autre. OK. Voilà, ça c'était juste le parcours que je voulais montrer, que j'étais au Congo pendant les conflits armés. Et après, les années que j'ai fait là-bas, 2005 jusqu'à 2007, c'était toujours un refuge. Et après, en 2007 jusqu'à présent, je suis maintenant au Canada. Mais pendant que j'étais en refuge, je continuais à travailler parce que je me disais, ce qui ne m'a pas tué m'a rendu fort. Je devrais continuer parce que c'était ma passion. Et c'est comme cela que j'ai beaucoup travaillé avec la section Amnesty International, qui m'avait donné de l'espace surtout pour travailler. Et quand je suis arrivé ici, c'était la section Amnesty ici à Ottawa, je vois Alec Nive qui m'a vraiment aidé avec toute son équipe. J'ai commencé à travailler comme bénévole à Amnesty et parce qu'il me permettait aussi de continuer avec mon travail. On peut continuer. Voilà, ça c'est quand j'étais au niveau de Amnesty International, ça c'est leur bureau. Et puis il y avait tout, j'ai profité de la formation régulièrement. Et comme je disais, il y avait toujours l'assistance, la protection, la prise en charge financière, aussi toute l'accommodation pour que mes enfants puissent étudier. Donc c'était vraiment une très bonne protection et je sentais comment il y avait une reconnaissance dans le travail que je faisais. Et puis, il m'aidait surtout dans le suivi de mon dossier de réinstallation. Continue. Voilà, et après, on a quitté. J'ai eu quand même à faire des petits affiches que j'avais laissées au bureau d'Amnesty International pour les remercier de l'acte qu'ils ont fait par rapport à moi. Continue. Ici au Canada, je me suis impliqué, comme vous pouvez le voir, dans beaucoup d'organisations pour essayer de continuer avec mon travail. J'ai participé à plusieurs campagnes de contrôle armes, plusieurs campagnes surtout pour les traités aussi sur le commerce des armes, et participé à beaucoup de campagnes et je faisais partie de l'équipe des bénévoles. On continue. Alors, lorsqu'il y avait à toutes les activités, tous les appels en action qu'organise Amnesty International, je suis toujours là, toutes les actions urgentes, des lettres, des pétitions, je le fais toujours parce que je me dis, c'est grâce à Amnesty que je suis ici et je dois vraiment, c'est comme si retourner l'ascenseur. C'est eux qui m'ont aidé, qui m'ont facilité et je continuerai toujours à le faire et à travailler avec eux. Continue. Voilà, et c'est comme cela que j'ai pu quand même organiser des campagnes comme remplacer le fusil par le stylo. Je travaille toujours avec le groupe des jeunes pour qu'ils participent à cette campagne et essayer de mettre l'accent sur l'éducation que sur le recrutement des enfants pendant les conflits armés. Continue. Et toujours, j'ai participé à des campagnes, surtout dans les négociations du traité sur le commerce des armes, parce qu'à travers le travail que je faisais, cela m'a ouvert des actions
et de ma participation au niveau international et surtout aux Nations Unies, où j'ai quand même l'opportunité de prononcer des discours, de participer en tant que membre de la société civile, de parler sur la situation des enfants soldats, la situation des conflits armés et de la circulation des armes légères et des petits calibres. Et j'ai participé vraiment jusqu'à présent à des campagnes internationales et aussi à des rencontres internationales. On continue. Voilà, donc aux Nations Unies, j'ai l'opportunité de prononcer à peu près 4 à 5 discours, comme je le disais. On continue. On peut aller vite avec le slide parce qu'apparemment, c'est comme si on n'a pas beaucoup de temps. Et comme je le disais, la campagne continue toujours avec les enfants. Je fais les tours dans les écoles ici au Canada. On m'appelle toujours dans les collèges, dans les écoles, pour faire les tours et parler de la situation des enfants soldats avec les jeunes et surtout de la situation des conflits avec les jeunes. On continue. Voilà, comme je disais, parmi les leçons apprises, notamment, je me suis dit, face à tout ce que nous sommes en train de traverser, il y a ce qu'on appelle la passion qui est là. Et quand on dit, vous voulez être digne, il faut avant tout rendre les autres dignes, servir les autres. Parce que c'est en ce que nous faisons, il y a toujours une compensation pour le sacrifice et aussi la reconnaissance du travail que nous faisons envers les autres. J'ai aussi compris qu'être réfugié n'est pas synonyme de la perte de ce droit. Nous avons le droit de changer le monde, nous avons le droit d'habiter partout. On continue. Et comme je disais, en faisant ça, il faut toujours la participation de tous. Il est difficile de réussir seul, il faut que les autres aussi soient avec nous, mais tout en valorisant les forces uniques de toutes les personnes, et cela exige un engagement ferme de tous les acteurs impliqués. Voilà, donc c'est ça que je disais, ça démarre toujours dans la diversité, il faut toujours inclure les autres, tenir compte des compétences des autres, parce qu'ils sont aussi capables de changer le monde. La diversité est partout et tout le monde est différent. C'est la combinaison unique des valeurs, des croyances et des talents. Et nous devons savoir aussi, nous avons des caractéristiques particulières, notamment le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, n'est-ce pas, et la culture. Ça nous diffère, mais nous sommes tous les mêmes avec le droit de changer le monde partout. On peut continuer. Donc, si on peut valoriser les forces uniques des personnes, de groupes, c'est là parce que ça va nous aider à l'épanouissement, l'engagement, l'innovation et la productivité. L'inclusion et le respect, ce sont des valeurs de base. Ça permet aux jeunes de devenir des citoyens engagés. Parce que là, ils peuvent mettre l'accent sur les valeurs communes, comme la démocratie, la participation, le civisme et le sentiment d'appartenance. On continue. La question, c'est de savoir que faisons-nous? Nous, les jeunes, qu'est-ce que nous faisons? Suivant. Alors, nous avons les outils qui sont là. Envie de faire quelque chose, intérêt à le faire, moyen de faire ou la faculté de le faire. Quand on dit envie de faire quelque chose, c'est tout changement personnel et avant tout motivé par l'envie de changer les choses. Et cette envie peut être provoquée de différentes manières, soit par curiosité ou peut-être en comprenant le sens du changement ou en étant encouragé de le faire. Et l'intérêt à le faire, c'est-à-dire l'envie de changer, c'est une chose, mais il faut que le changement soit profitable. Et puis, un point important, il faut que le changement soit aussi très profitable, je voulais insister par là, directement à la personne à qui il est demandé de changer. Et la faculté de le faire, c'est petit. Pour changer, il faut avoir la capacité nécessaire pour faire ce qu'on vous demande de faire. Et les moyens que nous avons, ça c'est le dernier élément qui est omis dans les stratégies, n'est-ce pas, pour la conduite de changement, cela réside au niveau de l'environnement. Il est plus facile d'oublier que tout changement se fait dans un environnement précis et que cet environnement doit vraiment adapter à lui aussi. Continue. Oh, la technique. Voilà, donc je voulais dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit seulement que nul ne doit être privé de ses droits parce qu'il est différent.
Nous avons différents éléments qui sont là-bas. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de poser des questions. On peut passer à l'autre diaporama. Donc, merci beaucoup. Peut-être qu'il n'y a pas de... Je n'ai pas su, on a le temps de poser des questions parce que le temps aussi est là.